Laurent Dennemont de Refresh Brussels. Et nous aurons 4 intervenants. Nous aurons Pierre Condamine de Zero Waste Europe. C'est bien ça? C'est lui. Nous aurons Johan Verhoeven de Plastic Attack. Jeroen, qu'est-ce que j'ai dit? Johan, mijn excuses. Pas du tout Johan, mais Jeroen Verhoeven, sorry, de Plastic Attack. Nous avons évidemment aussi Lucie Moreau de Youth for Climate, qui est à l'autre bout, voilà, qui lève la main. Et nous aurons Maël Gerdet de Clean Walker. Je vous laisse en compagnie des 4 intervenants et du modérateur. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, si vous êtes sur le live streaming, vous pouvez, ou si vous êtes dans la salle aussi, vous pouvez poser vos questions via slido.com et vous pouvez aussi voter pour la question ou les questions que vous trouvez intéressantes et pertinentes. Et dernière chose, juste après la conférence, vous avez aussi le restaurant au premier étage. Bonne conférence, à tout à l'heure. Bonjour à tous, tout le monde m'entend bien? Voilà. Bonjour à tous et installez-vous confortablement. Donc on va commencer sur la question de l'urgence climatique et l'engagement citoyen et comment la société civile se mobilise. Je voudrais juste poser un petit peu le contexte. Effectivement, on va avoir 45 minutes, on va se présenter rapidement. Ça va passer très très vite. Je pense qu'il y aura pas mal de frustration sur le thème à discuter parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Je voudrais moi me concentrer un petit peu sur les trajectoires individuelles, au-delà aussi des différents mouvements, parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir pourquoi des personnes passent à l'action à un moment donné et pourquoi d'autres ne passent pas à l'action. Et donc voilà, on va commencer directement. Donc au niveau du contexte, je pense qu'on est tous d'accord sur le cadre. On est dans un contexte de crise, des crises de biodiversité, on est sur la 5e extinction de masse, des crises aujourd'hui climatiques, des crises économiques, des crises sociales avec énormément d'inégalités de plus en plus, et une crise démocratique aussi. Et donc on y reviendra un petit peu sur justement la question du politique aujourd'hui. Et face à toutes ces crises, en fait, ces crises pour moi sont liées en fait à un système libéral, mondialisé et auto-verrouillé aujourd'hui qui produit des biens et des services qui doivent être consommés par après à l'échelle mondiale, effectivement. Et je pense que face à ce constat, on est nombreux aujourd'hui à essayer de se mobiliser. Alors il y a des mobilisations individuelles et des personnes qui se regroupent collectivement. Et donc on va aborder un petit peu aujourd'hui voilà, les différentes formes de ces mobilisations qui aujourd'hui au quotidien en ville prennent la forme aussi bien de compost de quartier, de potagers collectifs, de projets de verdurisation des rues. On a la chance à Bruxelles d'avoir différents subsides de la région pour mettre en place des dynamiques participatives citoyennes. Et donc individuellement, il y a toute une série de personnes qui se mobilisent et cette mobilisation, elle peut prendre aussi différentes formes. On peut être dans le cadre, hors cadre, se distancier du système ou au contraire essayer d'agir au sein du système, au niveau politique aussi. Donc on parle aujourd'hui de plus en plus de désobéissance civile. Donc la société civile est en train d'expérimenter différentes formes de militantisme effectivement et d'engagement pour faire bouger les lignes. Et sur le sujet, moi, la question qui revient régulièrement, en fait, c'est surtout comment est-ce qu'on peut modifier les habitudes et les comportements, comment on peut faire changer les habitudes. Et ça, c'est, pour toute personne qui travaille dans le secteur associatif ou qui est militant, voilà, on se demande comment est-ce qu'on peut toucher les gens. Je vais d'abord m'adresser à toi, Lucie, si tu veux bien. Lucie Moreau, tu représentes Youth for Climate. Et voilà, tu as 19 ans et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton engagement, son origine et quel est le rôle de Youth for Climate? Alors, bonjour à tous. Pour ma part, j'ai intégré Youth for Climate en mai dernier. Avec mon école, on parlait de plus en plus de cette urgence climatique et on a eu l'envie d'organiser une marche, nous aussi, avec notre école, les écoles du coin. Et on a invité Youth for Climate pour que ça devienne la marche nationale du jeudi. Et évidemment, ils sont venus avec grand plaisir. Et on était 3000 dans les rues. Et c'est là que pour moi, tout a commencé chez Youth for Climate.
Donc, je pense que vous connaissez plus ou moins tous Youth for Climate. C'est un grand groupe de jeunes qui a commencé par faire des marches dans les rues tous les jeudis en vue des élections passées pour faire réagir nos politiciens, pour que les choses avancent, pour que les choses bougent. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment suffisant aux dernières élections. Donc, on est toujours là, on continue, mais on fait un peu différemment pour notre saison 2, comme on l'appelle. On fait seulement plus qu'une marche par mois, fin des mois. Mais on essaye de se mobiliser quand même tous les jeudis, mais différemment, comme par exemple aller faire des conférences dans des écoles avec des scientifiques ou faire des sittings au Parlement européen et toutes des choses différentes, comme aussi donner des craies dans des écoles et proposer aux enfants de dessiner ce qu'ils pensent de l'urgence climatique à leur manière. On essaye de toucher différemment les gens, mais on continue bien évidemment notre mobilisation tous les mois pour montrer qu'on est toujours là et malheureusement, tant que rien ne change, on sera toujours là, même si ça commence à fatiguer la plupart d'entre nous. On commence presque à en avoir marre de devoir faire tout ça, d'avoir un nouveau rôle, alors que de base, on est juste de simples étudiants, on veut aller à l'école comme tout le monde. Mais vu que rien ne change, on doit continuer notre nouveau job. Bah, je voyais, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Youth for Climate se définit comme un groupe d'action, effectivement. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre l'urgence climatique au cœur du projet politique. Donc il y a une vraie finalité politique aussi, que ça se traduise dans les politiques mises en place. Et aujourd'hui, ce mouvement se décline aussi justement pour essayer d'être représentatif de la société civile et montrer aux politiques que vous êtes représentatifs à travers les Students for Climate, Workers for Climate. Il y a toute une déclinaison comme ça qui existe aujourd'hui et qui représente toute une frange de la société. Comment est-ce que tu perçois votre impact? Justement, on est quasiment un an après la grande marche de décembre dernier, effectivement, où on était 80 000 dans la rue. Et aujourd'hui, on se pose tous la question de comment avoir un impact sur les trajectoires et sur les habitudes, encore une fois, et les comportements des uns et des autres. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez ce combat et aujourd'hui, tu as le droit de vote. Donc c'est déjà une chose qui est intéressante et importante. Et quelle est la limite justement que tu perçois dans ce combat? Oui, donc grâce au mouvement Youth for Climate, plein d'autres mouvements ont émergé comme Teacher for Climate, Student for Climate et des tas d'autres. Mais en effet, on continue et on touche le politique parce que c'est eux qui ont la plus grande emprise, disons, sur le monde et sur les entreprises, sur les lobbies et tout ça. Donc, avec un groupe d'experts, on a beaucoup travaillé et on a rendu un dossier avec 27 revendications qu'on a été données en main propre à chaque président de parti. Tout ça avant les élections, mais malheureusement, à part en parler de temps en temps dans leur speech, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, justement, pour revenir à la question, pour être beaucoup plus précis et revenir à une trajectoire individuelle, comment ça se traduit dans ton quotidien entre le moment où, avant que tu prennes conscience d'une série de choses et aujourd'hui, tu me faisais part en fait du fait qu'aujourd'hui, c'est presque devenu une obsession sur l'impact que tu peux avoir au quotidien et comment ça percole sur ton environnement proche, sur ta famille, sur tes amis. Ça, je pense que c'est super intéressant aussi. Au-delà des aspects méta, c'est au quotidien comment ça se traduit. Oui, pour ma part, en effet, c'est devenu une obsession. C'est presque trop et j'essaye de me changer les idées, de penser à autre chose. Mais en effet, je parle très souvent de ça, presque trop, je pense, même avec mes amis tout le temps. Mais je pense que le fait d'en parler tout le temps, ça fait réagir les gens autour de moi. Et il y en a qui commencent à changer, je le ressens. Certains de mes amis viennent me dire tout contents, oh j'ai fait ça l'autre jour, j'ai pensé à toi. Et du coup, je me dis, c'est chouette, mon discours a un impact. Et je fais de même dans ma famille. Je pense que
il y a eu vraiment un changement. Il y a plein de choses qui ont évolué. On a fait un compost. On réfléchit autrement quand on fait nos courses. Il y a plein de petites Il y a choses toute comme une ça. réflexion qui s'est mise en place et ça c'est important en fait. Mais tu me disais notamment que ça t'arrivait notamment sur le quai de la gare de temps en temps de t'arrêter, de ramasser un déchet juste pour questionner en fait les personnes autour de toi et que ça te permettait parfois d'entamer la discussion avec d'autres personnes. Ça me permet de rebondir sur effectivement ton projet à toi, Maël, qui est le Clean Walker. Maël, tu as 18 ans et aujourd'hui, enfin voilà, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'origine de ce déclic et qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour essayer justement d'avoir un impact et comment se traduit cet engagement citoyen finalement? Euh, Bonjour. Mais du coup, je suis responsable du mouvement Clean Walker en Belgique depuis février passé. C'est un mouvement qui a été lancé il y a plus d'un an en France par Benjamin Carboni. Au départ, tout a commencé parce que j'ai été à un événement comme ça, un Clean Walk, un Green Walk organisé par un YouTuber qui avait invité plein de YouTubers et tout ça. Et je suis allé et puis j'avais été avant et après aussi à toutes les marches pour le climat. J'ai essayé d'aller au plus, enfin depuis tout petit, je suis hyper attentionné à la nature. Je suis trop, j'ai l'impression d'être être attaché à la terre et voilà. Et là, j'avais vraiment envie d'agir. Et suite à ce green walk, je me suis dit bah pourquoi pas me lancer. Du coup, j'ai voulu faire un clean walk. Et le responsable en France m'a proposé de m'en occuper en Belgique. J'ai dit oui tout de suite. Et voilà, et du coup, Clean Walker, c'est une plateforme dans le but de rassembler tous les ramassages qu'il peut y avoir en Belgique, que ce soit à Bruxelles, Namur, partout, en Flandre aussi. Et du coup, c'est essayer de se rassembler. C'est un mouvement aussi collectif dans le but de ramasser des déchets et pas que des mégots et tout ça. Voilà. Depuis février, du coup, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, des contacts humains hyper importants dans une vie. Euh, et voilà, et ça m'a permis de aussi, moi, me rendre compte qu'il ne fallait pas agir que collectivement, il faut aussi agir individuellement. Et du coup, depuis que je fais ces rencontres, depuis que j'ai lancé, je gère ce mouvement en Belgique, mais, ça m'a permis de réfléchir à tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on peut faire individuellement. Et voilà, ça fait réfléchir. Bah, tu disais que ça te donnait envie d'agir, mais est-ce que tu ressens une urgence au-delà de l'envie et est-ce que ce passage à l'action, c'est aussi une forme de frustration sur un immobilisme qui existe et sur une série de... Enfin voilà, qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi ou des jeunes ou n'importe qui, on passe à l'action à un moment donné? Quel est le sentiment qui nous pousse finalement à se mettre en marche? En fait, ce que je pourrais dire, c'est que moi, je vois mon action comme une biodiversité que jamais, enfin, si Youth for Climate n'avait pas existé, peut-être que je n'aurais pas fait cette action. Euh, et, et- et voilà, moi, je pense qu'il y a une biodiversité aussi dans toutes les actions qu'il peut y avoir. Je me Et par suis rapport à l'urgence. à l'urgence, mais en fait, je me suis dit qu'il faut agir d'une autre façon aussi, on marche dans les rues, et pour moi, le plus important, c'est de donner l'exemple, d'agir vraiment dans le sens propre du terme. Et c'est peut-être un petit geste de ramasser un déchet, mais ça peut faire réfléchir énormément de monde. Et voilà, et moi j'ai vu l'urgence directement. Après les marches pour le climat, je me suis dit, mais en fait c'est vrai, on est dans un moment où peut-être que la planète n'existera plus dans quelques années. Et je sais pas, c'est un déclic qu'on a juste, enfin qu'on a directement, et on se dit pas, bon, je vais rester là devant mon jeu vidéo, je vais rester là. Voilà, moi je crois que je voulais vraiment plus être dans l'action et faire ma part pour la planète et que tout le monde voit ce qui est à faire, quoi. Et aujourd'hui, comment ça se traduirait finalement sur comment tu vois ton avenir, sur un avenir professionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui en fera partie de toute façon? Et enfin voilà, explique-nous un petit peu comment tu vois l'avenir. C'est aussi ça. Mais en fait, je fais des études d'horticulture. Donc c'est les plantes, c'est aussi un truc qui est proche de la nature. Et, euh,
et d'office que ça aura un lien avec ce que je vais faire plus tard. Ça sera tous les jours. Tous les jours, ça sera en nous, en toute personne, je pense aussi, qui a envie d'agir. Tous les jours, on fait des efforts. Tous les jours, on en fait moins parfois. Et voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une constante évolution dans ce qu'on fait. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Je pense qu'il y aura juste une évolution. Moi, je me pose la question aujourd'hui aussi de quelles sont les limites de l'engagement citoyen et de la responsabilité qu'on fait peser sur le citoyen face notamment aux politiques et aux entreprises. Et là, je me tourne un peu plus vers toi, Jeroen. Toi, tu développes le projet Plastic Attack. Et l'idée, c'est justement d'essayer de faire, de responsabiliser un peu plus les entreprises sur le rôle qu'elles ont et la responsabilité finalement dans le fait de générer énormément de déchets. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement l'origine de ce projet et finalement quel est leur impact? Qu'est-ce que tu vois au quotidien aujourd'hui sur ce que tu peux mettre en place au-delà de l'impact concret, simplement le côté sensibilisation des personnes et comment c'est un support pour entrer en contact avec d'autres personnes qui font leurs courses dans les supermarchés. Donc pour d'abord expliquer un peu le Plastic Attack, en fait c'est un collectif, c'est des citoyens qui sont réunis pour pointer le doigt en fait la responsabilité des grandes entreprises, les grandes surfaces pour le système qu'ils ont mis en place du suremballage en fait. Et donc, c'est un collectif. Moi, je suis ici aujourd'hui parce qu'à cette occasion-là, moi, j'étais porte-parole. Et donc, aujourd'hui, Plastic Attack, les gens, c'est des citoyens qui s'engagent aussi dans des autres combats, je veux dire, comme notamment Extinction Rebellion et tout ça, parce qu'il ne s'agit pas seulement du plastique, il s'agit aussi de la biodiversité, du climat, tout ça. Donc, il ne faut pas seulement se focaliser sur le plastique non plus, parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple que les supermarchés, le département marketing des supermarchés, ils ont capté que en fait, le plastique, ça n'a plus trop la cote, donc on va remplacer ça par, disons, le carton. Or que pour le carton aussi, si on remplace simplement les emballages, ça génère aussi la déforestation et tout ça. Et donc, le but avec Plastic Attack, justement, c'était dénoncer un peu ce système-là. Aujourd'hui, on n'a plus trop fait des Plastic Attack parce qu'on s'est rendu compte que les supermarchés, ils ont recyclé un peu l'action pour leur département marketing sans réellement changer les choses. Donc, oui, il y a certaines avancées, certes, qu'ils annoncent, qu'ils disent qu'ils vont générer moins d'emballage, parce que c'était ça aussi vraiment notre intention, de dénoncer le fait qu'ils doivent réduire le nombre d'emballages. Aujourd'hui, on remarque quand même que depuis des décennies, on a été matraqué avec l'alibi que le recyclage, c'est la solution pour tout. Donc, continuer, il n'y a pas de problème si vous avez tout cet emballage parce qu'après, c'est recyclé. Or, qu'on voit aussi de nos jours que le problème, c'est on a exporté le problème réellement. On exporte ça dans des autres pays où il n'y a juste pas assez la production de plastique, c'est tellement énorme que ça n'existe pas la capacité pour le recycler. En fait, et même aussi dans les emballages qui sont produits aujourd'hui, il n'y a aucune obligation légale pour tenir compte du recyclage. C'est quelque chose de secondaire, en fait. Donc oui, il y a des avancées. L'action en tant que telle, ça fait partie de la grande biodiversité d'action. En tant que telle, oui, c'est... voilà, on doit voir plutôt dans ce cadre-là, en fait. Et donc, c'est un projet citoyen qui essaie cette fois-ci de questionner effectivement plus les entreprises. Maintenant, moi, je me tourne vers toi, Pierre. Effectivement, tu représentes Zero Waste Europe. Et dans ce cadre-là, Zero Waste Europe, vous êtes coordinateur d'un réseau européen et vous faites du lobbying et du plaidoyer, cette fois-ci, auprès du politique. Parce que de ce que je perçois, c'est qu'on a ici différentes initiatives avec des citoyens engagés auprès d'autres citoyens qui développent des projets très locaux. Un projet qui questionne effectivement les entreprises, mais finalement, au cœur de tout ça, il y a le politique. C'est le politique qui pose le cadre, qui pose la norme et qui a les moyens finalement de faire évoluer les choses. Et donc la question, c'est toujours de se dire, est-ce que le politique suit le mouvement ou est-ce qu'il ne peut pas à un moment donné anticiper et face justement à la question qui nous concerne sur l'urgence climatique,
quel est son rôle aujourd'hui et voilà, comment est-ce que vous vous positionnez, vous, chez Zero Waste Europe, en fait, à ce niveau-là? C'est une question très compliquée. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il faut toujours être nuancé, c'est jamais tout blanc, tout noir. Le travail qu'on fait, il est au niveau européen, et au niveau européen, il y a quand même une certaine ambition affichée, tout du moins, et parfois même traduite en action. Il y a eu, par exemple, la directive sur les plastiques à usage unique qui a été adoptée l'an dernier, qui bannit un certain nombre d'objets à usage unique, comme les pailles, comme les pailles, couteaux, fourchettes en plastique, etc. C'est une avancée, mais c'est le début d'une avancée. Et j'insiste sur le fait que c'est juste un début. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ambitions positives qui sont affichées au niveau des politiciens, en tout cas au niveau européen. Mais ça ne suffit pas. J'ai envie de dire que ça ne suffit pas parce qu'en fait, même si c'est une petite avancée qui est faite là, face à l'immensité du problème, il faudrait aller 10 fois plus vite. Mais du coup, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que quand il y a une petite avancée positive qui est faite, est-ce qu'on dit « Ah, c'est pas assez bien, il faut aller plus loin » ou est-ce qu'on dit « C'est pas mal, mais ça suffit pas ». C'est très compliqué comme question, surtout quand on interagit avec les décideurs politiques. Mais au-delà de la question et du rôle de Zero Waste Europe, ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est toi, en tant qu'individu, quelle est ta trajectoire et qu'est-ce qui fait que toi, tu es poussé à passer à l'action. Et moi, je me pose toujours la question aussi, face à l'ampleur du défi et à l'urgence, voilà, moi, j'en parle au quotidien auprès d'amis, de la famille, et je me rends compte aussi que il y a différentes réponses. Il y a des réponses qui sont de l'ordre du déni, d'autres qui sont de l'ordre de oui, mais à quoi bon face à l'ampleur du défi, effectivement, parce que certains s'en rendent compte qu'il y a une vraie urgence, mais ils ont le sentiment de ne pas avoir les clés d'un passage à l'action. Et donc, qu'est-ce qui fait que certains individus passent à l'action et d'autres pas? Enfin, pour toi, en tout cas, quelle était ta trajectoire? Alors, ma trajectoire, déjà, je suis né au Pays Basque, donc c'est dans le sud de la France, c'est juste à côté de l'Espagne, et j'ai grandi près de l'océan, pour pas dire dans l'océan, parce que j'étais tout le temps en train de me baigner. Mais en 10-15 ans, j'étais très jeune, mais j'ai pu voir en fait l'évolution, et de plus en plus l'été, la plage était fermée parce qu'il y avait de la pollution marine. Les crevettes dans les petites mares qu'il y avait quand j'étais petit, elles n'étaient plus là à la fin. Il y avait de plus en plus de plastique. Et puis en plus, j'avais une famille qui était très impliquée dans la protection de la biodiversité, donc ça n'a jamais été vraiment. Je peux pas dire que j'ai eu un déclic. À un moment, ça a toujours été une évidence pour moi, en fait. Et puis en plus, c'était un moment où le sujet montait. J'ai fait des études dans le développement durable, développement soutenable. Et puis après, j'ai toujours voulu travailler, dédier ma carrière professionnelle à ce sujet. Donc, ouais, je peux pas dire que j'ai eu un déclic, ça a toujours été un petit peu une évidence pour moi, et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Maintenant, quand je rencontre les gens autour de moi, c'est toujours un peu compliqué, il y a toujours des réactions assez différentes. Souvent, les gens viennent me voir alors que je n'ai rien demandé, ils me disent « Non, mais moi, je fais le tri chez moi. » Et je n'ai rien dit, et j'ai l'impression que les gens se sentent culpabilisés. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, parfois c'est un peu embêtant, mais je pense que ça montre surtout que tout le monde sent qu'il y a un problème. Tout le monde sent qu'il y a un problème quand les gens viennent d'eux-mêmes essayer de se justifier, essayer de montrer qu'ils font quelque chose. Ça montre que chacun, au fond de soi, je pense, on a cette sensation. Après, comment faire en sorte de transformer cette sensation pour qu'elle soit plus une sensation, mais une véritable action? Si j'avais la réponse, je pense que le problème serait réglé et on serait pas là aujourd'hui. Mais ça dépend vraiment de la manière dont on aborde les choses. Ça dépend. Il y a des gens. Le fait de mentionner cette urgence écologique, ça va marcher, ça va les interpeller. Certains, ça va leur faire peur et ils vont plus se renfrogner un petit peu face à ça. Donc, voilà. Donc, oui, donc c'est une idée qui me vient en tête pour pointer l'importance de l'action collective et en rapport avec
l'action individuelle. Aujourd'hui, on trouve normal dans les cafés qu'on ne fume plus. Donc, parce que tout le monde se rendait compte quand tu étais dans un café qu'il y avait un problème, que l'air était irrespirable, tout ça. Et puis, on peut aussi dire, moi, je ne vais pas fumer à l'intérieur, mais bon, pour la qualité d'air, ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, les responsabilités politiques qui ont imposé cette mesure, on ne fume plus dans les cafés. Et aujourd'hui, honnêtement, personne ne disait non, c'est pas faisable, on ne peut pas faire ça. Et je crois que si aujourd'hui on a inversé la tendance, et si quelqu'un commence à fumer dans un café, va plus vite faire la remarque, pendant que si tout le café ou la moitié du café est en train de fumer, dire à quelqu'un, ça fait chier que tu fumes. Ouais, c'est ça, mais en fait, ça pose vraiment la question de la norme sociale, la norme admise, culturelle, et la norme légale à un moment donné, et le rôle du politique revient encore au cœur du projet, effectivement. Et en tant que citoyen engagé, bien souvent, on se pose la question de est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est utile. Voilà, moi j'ai le sentiment que c'est vraiment important, en tout cas, de faire bouger les choses et qu'il y a des résultats positifs, il y a des choses qui évoluent. Il y a un an de ça, il y avait le premier salon zéro déchet, effectivement, qui était mis en place, et il y a eu 10 000 personnes qui sont venues. Ça a été un engouement fou. Moi, je suis actif aussi dans le milieu des associations depuis 10 ans. J'ai été président de l'association Worms pendant 6 ans. Et on voit qu'on arrive aujourd'hui à un moment où les choses sont en train de basculer en termes de normes sociales, justement. Il y a des études qui montrent qu'on n'a pas besoin de 50% de la population pour basculer vers des nouvelles normes. Il en faut entre 20 et 25% à peu près. Voilà, donc il y a un travail à faire, effectivement, pour mobiliser autour de soi et pour essayer d'incurver une trajectoire, finalement. Comment vous voyez ça au quotidien, et est-ce que vous avez conscience de ce rôle que vous pouvez avoir au quotidien pour justement essayer de disséminer des bonnes pratiques et changer cette norme sociale? Mais en fait, moi, aussi, une des choses qui m'était hyper importante quand j'ai démarré aussi Clean Walker, c'est que j'ai voulu passer à l'action, mais c'est aussi pour essayer de déjà donner l'exemple, essayer donner l'exemple dans le sens montrer une facette de la vie qu'on voit tous les jours. Quand on est en ville et qu'on voit des déchets partout, c'est pas beau, en fait. Parfois, on les voit plus, en fait. On les voit plus et on passe à côté, et en fait, on se rend pas compte de tous les déchets qu'on peut ramasser en si peu de temps et dans un si peu, je peux parler, dans un petit espace, voilà. Et du coup, moi, ce que je pense qui est important, c'est vraiment qu'on doit semer des graines et que chaque graine est bonne à prendre. Qu'on en sème 1, 2, 3, c'est une de plus à chaque fois, et si on va avoir des pourcents en plus, je pense que voilà, c'est des petites graines qu'on peut semer et qu'on peut se permettre de semer avec nos actions, avec des actions collectives, et qu'on ne pourrait pas faire non plus individuellement, même s'il y en a aussi qui le font individuellement et qui le montrent à plein de personnes aussi, et via les réseaux sociaux, et voilà, et chaque graine est bonne à prendre, et voilà. Et juste par rapport justement à ce cheminement personnel, en fait, moi je me pose toujours la question de est-ce que c'est le résultat le plus important, ou est-ce qu'il est important d'être dans l'action, au moins pour se dire, voilà, on fait partie au moins de cette solution, parce que le défi il est majeur, on ne sait pas exactement vers où on va, et l'important c'est vraiment d'être dans l'action et de participer un petit peu à tout ça. C'est presque un peu égoïste aussi, ça permet de soi-même d'être un peu en accord, en tout cas avec ses valeurs, et de se dire, voilà, en tout cas, on fait partie de la solution et pas du problème. Est-ce que vous percevez ça? Et alors, je m'adresse à toi, Lucie, parce que ça fait 10 ans aussi que, que je suis dans ce milieu-là, et j'ai le sentiment que la place des femmes, elle est importante. Je ne sais pas si toi, tu en as conscience, mais aujourd'hui, moi, dans tous ces mouvements, je rencontre beaucoup de femmes, beaucoup de filles, de l'ordre, c'est assez significatif, c'est de l'ordre de 70% à peu près, et ça se traduit sur les pages Facebook aussi, sur toute une série de choses. Donc voilà, si tu veux juste en parler un tout petit peu, et comment toi tu perçois ça, et si c'est une réalité pour toi. C'est vrai que je me suis rendu compte que, par exemple, dans Youth for Climate, la plupart des personnes, ce sont des filles. Alors, je n'ai aucune réponse à ça, je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis aussi fait cette réflexion, et je ne sais pas pourquoi ce sont des filles, mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des filles qui agissent, mais ce n'est pas pour ça que les hommes
ne sont pas les bienvenus, évidemment. On accepte tout le monde. Ce qui compte, c'est d'agir. Après, qu'on soit une fille, un garçon, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, ce qui compte, c'est d'agir. Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière ou liée à la problématique, liée à l'avenir qui fait que voilà, plus de femmes sont investies dans ce projet-là? Je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit peut-être que ça va être un peu cliché, mais les mamans, c'est généralement elles qui font les courses. Donc elles sont peut-être plus souvent à la vue dans les supermarchés de tous ces emballages, tous ces plastiques. Donc elles réfléchissent peut-être plus à ça. Et quand elles cuisinent aussi. Après, oui, il y a peut-être un côté plus maternel chez la femme qui fait... C'est la mère terre. Oui, c'est peut-être, elle veut protéger les futures générations. Il y a peut-être un côté plus maternel chez la femme qui fait que la sensibilité est plus présente. Peut-être le fait d'être parent aussi. Moi, je sais que, c'est à la naissance de mon premier enfant aussi que, voilà, à un moment donné, il y a eu une envie de se projeter dans le futur et de savoir qu'est-ce qu'on laisse aussi à nos enfants. Donc, je ne sais pas si ça joue. Et sur cette question justement du plus que du résultat, en fait, d'être dans l'action, justement. Est-ce que toi, ça te parle justement de pas savoir exactement vers quoi on va, mais on sait qu'on doit agir maintenant et c'est pas dans quelques années, c'est maintenant. Oui, c'est clair que je sais que moi, toute seule, je vais pas savoir faire changer tout, le monde entier, mais j'ai besoin d'agir, c'est un besoin, j'ai besoin de parler de ça, j'ai besoin de faire bouger les choses, c'est devenu un besoin vital pour moi et c'est pour ça que j'ai changé un peu les choses dans mon école, j'en parle dans ma nouvelle école, j'en parle je fais partie des scouts, je suis dans un staff et je vais essayer d'organiser un camp zéro déchet cette année, donc je dois motiver tout mon staff, je dois tout mettre en place, mais c'est un besoin pour moi parce que je sais que si on ne fait pas un camp zéro déchet, dès qu'on ira faire les courses, je me sentirai pas bien parce que je verrai beaucoup trop d'emballages alors qu'on aurait pu trouver plein d'initiatives mais qu'il fallait juste un peu chercher avant. Et du coup, j'essaie de mettre en place le plus de choses possible pour toucher le plus de monde possible autour de moi en tout cas. Bah, tu me disais aussi, on discutait préalablement sur le fait que toi, tu avais envie de faire du marketing. C'était assez j'étais assez surpris par cette réponse-là. Et donc, c'était plus pour intégrer le système et justement influencer les consommateurs de manière positive. Tu m'expliquais? Oui, voilà, ça peut paraître un peu bizarre de vouloir faire de la publicité, travailler dans tout ce qui est emballage et packaging. Mais je me dis que si j'arrive à intégrer des grands groupes qui font partie des responsables de tout ce suremballage, toutes ces surconsommations, il y a moyen de changer les choses en interne au lieu de venir par l'extérieur et les attaquer. Autant tout de suite aller dedans et changer les choses pour comme ça, parce que le citoyen peut agir, mais il faut qu'on aide le citoyen. Donc, le citoyen veut bien essayer de trouver des aliments et tout ça, zéro déchet. Mais si on ne l'aide pas, ça va être très compliqué. Donc, je me dis que si je peux rentrer dans un groupe qui fait partie de ces gens qui vendent des produits suremballés et que j'arrive à changer la mentalité de ce groupe et qu'on arrive à changer la façon de faire, ben ça aidera totalement le citoyen et lorsqu'il fera ses courses, ça deviendra facile pour lui de simplement prendre le produit et pas dire « Oh, je vais devoir prendre celui-là ». Ben, il sera tout de suite parfait devant lui. Et... ça pose la question de l'approche systémique, effectivement, et des différentes formes d'engagement citoyen, à la fois dans son quartier, dans sa famille, dans son métier aussi. Et donc voilà, je ne sais pas si on va doucement clôturer un petit peu le débat. Est-ce que vous avez des questions? Donc on a des questions. Marco, tu me fais signe que... alors, je vais lire les différentes questions. Je vois qu'il y en a une. Alors, quand passe-t-on de l'engagement citoyen à la désobéissance civile?
Maintenant. En gros, en filigrane, c'est de ce que je perçois de cette question, c'est finalement l'engagement citoyen traditionnel aujourd'hui. Est-ce qu'il porte ses fruits? Est-ce qu'on ne doit pas innover et être créatif? Tu parlais de biodiversité, mais c'est vraiment cette créativité du citoyen aujourd'hui pour trouver des nouvelles formes d'engagement qui ont peut-être plus d'impact. Oui, si je peux ajouter une note positive, je crois que les marches pour le climat et tout ce qui s'est fait dans l'année passée, que ça a quand même eu un résultat. Les élections n'ont pas été pareilles en Flandre qu'au niveau fédéral, qu'au niveau Bruxelles. Par exemple, à Bruxelles, il y a quand même une belle avancée. Par contre, en Flandre, par exemple, on voit que la Flandre est gouvernée par la pétrochimie, en fait. Donc, derrière tous ces emballages, c'est le pétrole, c'est la pétrochimie. Et donc là, bon, clairement, le message n'est pas passé, mais la désobéissance civile, si on voit aujourd'hui qu'il y a une grosse usine de plastique qui va être implantée là-bas, qui en plus qui va utiliser le gaz de schiste et tout ça, il n'y a pas pire pour l'environnement, ben là, c'est clairement le moment pour la désobéissance civile. En plus, ils vont raser en forêt de 46 hectares, donc voilà, là, c'est vraiment le moment. Donc, le gaz de schiste, il vient des États-Unis, hein, c'est jamais, voilà, pour préciser. Pierre, tu m'expliquais que donc Zero Waste Europe, en fait, à la base, c'est construit autour de la lutte contre l'incinération. À Bruxelles, on n'est pas très loin ici d'un incinérateur. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus et comment ça se traduit, cette lutte aujourd'hui au quotidien et concrètement à Bruxelles, pour ceux qui ne le savent pas, on est vraiment en train de réfléchir à une meilleure gestion des déchets, de l'ensemble des déchets. Il y a notamment une grosse usine de biométhanisation qui doit arriver. Le déchet qui était, il y a quelques années, considéré vraiment comme quelque chose de mauvais, qui avait un coût pour la société, pour les entreprises, de plus en plus, il est perçu comme une ressource qui va produire de l'énergie, comme quelque chose de presque intéressant à produire, en fait. Comment est-ce que vous positionnez, vous, aujourd'hui, chez Zero Waste Europe, à ce niveau-là? Parce que le déchet, c'est la prochaine source d'énergie renouvelable, en fait. Le biodéchet, en tout cas. En plus, souvent, c'est classifié comme renouvelable, mais je ne sais pas si un emballage plastique, c'est un fuel très renouvelable. Bon, après, c'est un autre débat. Mais je vais parler un peu de l'incinération, et c'est marrant parce comme tu l'as dit, on n'est vraiment pas loin. L'incinération, c'est la baguette magique avec laquelle l'industrie fait disparaître tous les déchets et les transforme en énergie. Donc on a des déchets, ils sont pas beaux, on en a plein, on ne sait pas quoi en faire, et bim, on les met dans un four et ça nous fait de l'énergie pour chauffer les maisons. Ça, c'est comme ça que c'est vendu. En vérité, ça se passe pas vraiment comme ça. Il y a des problèmes de pollution, c'est-à-dire qu'une fois que c'est brûlé, du plastique, ça va dans les airs, ça va dans l'eau à côté, ça va dans les sols. Donc il y a quand même une pollution qui est pas visible, qui est invisible, mais qui est quand même là. Quand on brûle des déchets, il y a en général 30 à 40% qui restent sous forme de poussière, de cendre, avec laquelle on peut presque rien faire, qui est très toxique et qu'on doit enfouir ensuite. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, pragmatique, pollution. Mais surtout, quand on construit un incinérateur, ça coûte extrêmement cher et on doit l'utiliser pendant 20 à 25 ans. C'est-à-dire qu'on a une sorte de four qui marche aux déchets et qu'on doit utiliser pendant 20 à 25 ans. Et qu'on doit alimenter. Et qu'on doit alimenter, effectivement. Parce qu'en plus, les déchets qu'on met dans les incinérateurs, c'est ceux avec lesquels on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas recycler, avec lesquels on ne peut rien faire. Donc, une fois que c'est construit, on est bloqué dans un système où on a besoin de produire ces déchets pour faire marcher cet incinérateur. Et c'est ça le plus gros souci avec l'incinération. Il y a des exemples dans toute l'Europe. Je sais plus, c'est au Danemark, l'incinérateur de Copenhague qui est vendu comme le top de la technologie en incinération, mais malheureusement, ils ne produisent pas assez de déchets, donc ils sont obligés d'en importer d'autres pays en Europe. Donc l'incinération, c'est vraiment la baguette magique, mais quand on enlève le voile, on se rend compte que c'est pas bien du tout. Pour utiliser des mots assez faibles, mais c'est pas la solution. Et on a une autre question. Que faut-il faire pour faire réagir efficacement le politique? Donc ça rejoint un tout petit peu la première question, mais au niveau politique, du coup, Maël?
Moi, je pense, mais là, je reviens vers aussi par exemple, Extinction Rebellion, qui bloque et qui boycotte des endroits pour pas qu'on produise des usines ou importe. Mais moi, je pense que si on doit mobiliser les politiques, c'est surtout que allez, il faut boycotter tout ce qui n'est pas bon. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais les politiques, ils sont, euh, ils sont aidés aussi par les entreprises qui sont, allez, je sais pas comment bien expliquer en fait. Ben, au-delà de cette question-là, ça pose la question de la crise démocratique aujourd'hui et de la place du politique, parce que de nombreuses personnes justement se désengagent politiquement, n'ont plus confiance dans le politique. Or, c'est lui qui détient toute une série de clés aujourd'hui pour justement créer cette norme légale. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on influence le politique, et donc on réinvestit ce champ politique d'une certaine manière, peut-être autrement, pour pouvoir avoir une incidence sur la trajectoire de nos sociétés, en fait. Est-ce que l'un d'entre vous... Ouais. Bon. Nous, avec Youth for Climate, on a essayé de mobiliser et de sensibiliser un maximum de jeunes qui allaient devenir adultes et donc en pouvoir de voter aux dernières élections. Donc c'était tout un nouveau public et c'était important de les sensibiliser par rapport à cette question d'urgence climatique, car c'est les politiciens qui détiennent malheureusement une très grande partie de tout ça. Ils travaillent avec les lobbies, les entreprises, et tout est une question d'argent. Et les politiciens, tant qu'ils sont sur leur chaise en or, ils bougeront pas, malheureusement. Donc, il y a des mouvements comme nous où on essaye de rester dans le démocratique. Il y a des mouvements qui essayent d'être un peu plus désobéissants. Je pense que plein de petits mouvements émergent et chacun a son rôle important. Et malheureusement, tant que le politicien ne se sentira pas bousculé réellement, il ne changera pas fort. Donc, je n'appelle pas non plus à la désobéissance civile extrême, mais il faut vraiment que le politicien se sente touché réellement et pas juste, oh, il y a à nouveau eu des manifestations, ils regardent les chiffres dans les journaux. Parce que eux, dans leur taxi et dans leur bureau, ils ressentent au final pas grand-chose. On arrive doucement à la fin de cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, je vais reprendre une question qu'on a ici. Donc, moi, simple citoyen, quelles sont les armes et qu'est-ce que je peux faire pour, à part descendre dans la rue, effectivement, pour être dans l'action au quotidien? Donc, des petites choses éventuellement. Moi, j'ai le sentiment que, pour répondre à cette question, c'est que à titre personnel, simplement apprendre à rencontrer ses voisins, mettre en place des dynamiques et pouvoir discuter avec eux, essayer de verduriser un petit peu la rue, rentrer en contact, parce que derrière tout ça, il y a aussi, il me semble aussi beaucoup la question de du vivre ensemble et du bien vivre ensemble, de la mixité sociale, au-delà de l'urgence climatique. Moi je pense qu'on va vers des grandes difficultés à venir, et ces grandes difficultés, on n'arrivera pas à les surmonter individuellement, et donc c'est surtout et beaucoup collectivement qu'on doit apprendre à vivre ensemble. Au-delà de s'engager dans un mouvement, c'est simplement faire des petites choses simples du quotidien. Aujourd'hui à Bruxelles, on a quand même la chance. Ces 5 dernières années, on a vu énormément de magasins de vrac qui se sont ouverts, on a vu énormément de solutions qui se développent, des jeunes entrepreneurs qui développent des solutions toutes simples en fait, pour nous permettre d'éviter des déchets qu'on produit régulièrement. Et c'est déjà se poser des questions au quotidien sur ce qu'on fait de manière traditionnelle ou habituelle. On a toujours fait comme ça dans la famille. Ça, c'est vraiment le genre de réponse que moi, je ne sais plus entendre. On a toujours fait comme ça, que ce soit en entreprise ou à titre privé. Je ne sais pas si l'un de vous veut réagir sur des petites choses simples, je pense, parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à toute une série de citoyens. Beaucoup ne sont pas forcément encore dans l'action. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, je pense que déjà, on parle beaucoup de zéro déchet. C'est aussi une tendance qu'on parle de plus en plus partout.
et c'est pour ça qu'on est aussi au salon Zéro Déchet. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a tellement de petites solutions. Ça fait depuis pas longtemps que j'habite seul. Et voilà, et je ne suis pas encore parfait, mais je pense qu'il y a des toutes petites actions qui peuvent être très simples. Déjà, essayer d'acheter en vrac. Depuis cette semaine, c'est un petit geste aussi, c'est ne plus d'acheter son lait, par exemple, avec des bouteilles en verre et plus avec des bouteilles en plastique. Il y a tous des petits gestes qui peuvent être faciles à faire et qu'on a même dans son village, dans sa ville. J'habite à Gembloux et c'est pas la plus grosse des villes de Belgique et pourtant il y a tout à ma portée et voilà et acheter le plus local possible aussi, c'est le plus pour moi aussi c'est le plus important. Voilà, il y a plein de petites actions qui peuvent être faites et voilà. Il y a aussi simplement la question, est-ce que j'en ai besoin? Avant d'acheter quelque chose, posez-vous la question, est-ce que j'en ai besoin? Et je pense que ça réduira clairement énormément d'achats, des achats impulsifs, inutiles. Et si vous en avez besoin, pensez aussi d'où ça vient. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'acheter autre part, mieux? Et ça fera déjà énormément, je pense. Je voudrais clôturer cette petite conférence, moi, effectivement, sur un défi qu'on s'est lancé en famille, qui s'appelle Rien de neuf en 2019, et c'est Zéro S France qui l'a lancé cette année 2019. Et je dois dire que c'est vraiment passionnant, en tout cas, de le vivre en famille, avec des enfants, et de simplement se poser des questions sur toute une série d'achats, et de se dire à chaque fois, est-ce que j'en ai besoin, comme tu dis ? Le simple fait de se poser la question, c'est déjà y répondre bien souvent, surtout qu'il y a toute une série, comme je disais, de solutions qui existent aujourd'hui. Et je voudrais clôturer sur une petite phrase de Gandhi, parce que moi j'ai souvent essayé de convaincre les gens, et avec le recul je me rends compte que ça ne fonctionne pas, et que c'est vraiment par l'exemple. Et il disait, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment inspirer son entourage, tout simplement, en essayant de faire les choses et de les montrer aussi, par le biais d'un blog, par le biais des réseaux sociaux aujourd'hui qui existent, et de montrer et inspirer d'autres personnes, et de montrer qu'on n'est pas tout seul. Il y a tout un mouvement qui se met en place, et c'est ça qui est important. Voilà, pour moi ce sera le mot de la fin. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci pour cette urgence climatique et cet engagement citoyen. Je rappelle que la prochaine conférence aura lieu ici à 14h15. Qu'en attendant, vous avez le restaurant avec de la soupe et différents sandwichs au premier étage ici. Dus eerste verdieping, restaurant, verschillende sandwiches en soep. À tout à l'heure, tot straks. Et il y a à manger de l'autre côté aussi. In het gebouw ACT, il y a de toutes sortes de choses à manger dans le bâtiment ACT de l'autre côté.